Il fait plus de 32 degrés et le taux d'humidité avoisine les 60%. Pourtant, nous ne sommes pas sous les tropiques, mais bien dans le nouvel univers aquatique d'Europa Park à Rust en Allemagne. Après 26 mois de travaux, la famille Mack, fondatrice du parc, a inauguré aujourd'hui Rulantica, une structure en forme de coquillage géant qui pourra accueillir jusqu'à 5000 visiteurs par jour. C'est un concept dans l'histoire familiale de la famille Mack parce qu'on travaille déjà de 240 ans. Et avec cette step, avec l'ouverture d'un aquapark qui va continuer l'idée de la destination, nous voulons que les gens peuvent faire plus que seulement une journée. Ils doivent rester dans le resort. On a à peu près 6000 lits. Il peut prendre un week-end, 2-3 jours, et il faut des attractions pour rester ici dans le resort de l'Europa Park. Ouvert toute l'année, le parc est un pari pour la famille Mack, qui a réalisé son plus gros investissement, 180 millions d'euros sans fonds publics. Un projet qui aura un impact sur le développement touristique et économique, en créant notamment 550 emplois. Le nouvel espace aquatique, qui s'étend sur 32 600 m², se veut aussi impressionnant par sa taille que par son univers, au style nordique, inspiré des légendes de la Scandinavie. Et c'est une pieuvre baptisée Snorri qui est devenue la mascotte du lieu. Je crois que le parc aquatique est très fort thématisé. Je ne connais pas un autre parc aquatique qui est thématisé si fort avec un thème du Nord, avec une histoire, avec un roman qui est en arrière de cet investissement. À peine arrivés, les visiteurs ont le choix, tester la piscine géante ou se laisser porter sur une bouée par la rivière de détente. Et les plus téméraires se lanceront dans les toboggans de chute libre, des attractions qui peuvent atteindre une vitesse de 50 km/h sur une longueur de 110 mètres. Il y a des toboggans destinés à la famille, aux petits-enfants, dans un espace, dans un univers de trolls. Nous avons des attractions familiales et pour ceux qui le souhaitent, nous avons différents toboggans à sensations fortes. Ces toboggans, soit l'on pratique en glissant tout simplement, soit sur une bouée simple, une bouée double ou alors une bouée à 4. Nous avons également des rivières sauvages, une rivière sauvage qui se trouve en extérieur en partie. Et nous avons une rivière de détente qu'on fait bien évidemment avec une bouée individuelle ou à deux, avec un parcours tout au long du parc aquatique Rulantica. Après ces sensations fortes, avec l'un des 17 toboggans, les visiteurs pourront déjeuner sur place ou faire du shopping dans l'une des 3 nouvelles boutiques pour renouveler leur équipement de bain. Et ceux qui ne voudraient pas quitter le bassin peuvent même en profiter verre à la main. C'était le 6 octobre dernier la 4e édition des Foulées Roses Spinaliennes avec 4488 participantes et la totalité des fonds récoltés reversés à la Ligue contre le cancer. Mais où va concrètement cet argent? Une partie de la réponse se trouve ici dans le service oncologie du centre hospitalier d'Épinal. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui. Marie-Christine suit un traitement lourd et fatigant, mais pour la soulager un peu, elle peut compter sur Catherine Perry, une socio-esthéticienne qui, depuis quelques années, vient à sa manière prendre soin des patients, de leur image, des séances d'1 heure financées par la Ligue contre le cancer. C'est un soin, une activité qui va être proposée gratuitement aux personnes malades. Et ce soin, cette activité, elle est surtout destinée en fait à apporter un mieux-être dans ce long parcours qui est le traitement du cancer. On travaille sur l'estime de soi en fait, avec la maladie, que ce soit au niveau physique ou moral, c'est difficile, c'est des périodes difficiles. Donc justement, le fait d'avoir quelqu'un qui chouchoute un petit peu, qui va conseiller aussi pour les effets secondaires, qui va maquiller, qui va toucher, détendre, je pense que c'est justement ça a toute son importance. Moi je viens de l'Institut, moi je suis esthéticienne, classique on va dire. J'ai l'impression d'être utile, voilà, d'être plus utile. Ça sent bon la rose, oui. Ça a de l'importance aussi les odeurs des produits. Je pense que quand on vient ici, quand on arrive, quand on est malade, ce qui est proposé, moi en tout cas j'ai réagi comme ça, il faut le prendre.
parce que ça ne peut qu'aider et que faire du bien. Je pense que même quand on a ce type de maladie, il faut garder le sourire, il faut savoir garder le côté féminin, le côté dire on peut être jolie en étant malade. C'est donc ce que l'on appelle des soins de support qui aident à diminuer les effets secondaires des traitements dans le corps et dans la tête, des séances d'esthétique mais également des cours de sophrologie et des activités physiques pour accompagner les patients autrement. Il y a le soin médical et il y a tout le reste. Il y a 10 ans, je vous aurais dit qu'il n'y avait que le soin médical. Aujourd'hui, il y a le soin médical et l'accompagnement, le soin de support au sens large. Ce qui rend les choses un peu plus humaines. Finalement. Ça a humanisé effectivement largement et c'est moins technique et on est plus dans l'humain et dans ces maladies chroniques, c'est extrêmement important. Voici donc un exemple de ce que vous contribuez à financer lorsque vous participez aux manifestations proposées par la Ligue contre le cancer, sachant que chaque euro récolté dans les Vosges est dépensé pour des patients dans les Vosges. Les débuts sont encore un peu timides, ces 23 élèves viennent de recevoir leur instrument. Et l'idée c'est de rendre les choses très très concrètes en remettant les instruments, en mettant les enfants en valeur. Vous avez vu tout à l'heure, ils étaient sur la tribune, ils ont pu faire un premier petit concert. Et en fait on s'est aperçu que plus les enfants jouent en public, plus l'envie de jouer en public se développe et en général ils en redemandent. On a joué des instruments, on a appris le trombone, on a appris le saxo en alto et un par un monté sur scène et ils nous ont donné nos instruments. L'association Musique en Notes participe au financement de l'orchestre. Elle met à disposition un musicien intervenant pour assurer l'éducation artistique et musicale des enfants. Effectivement, les enfants vont garder les instruments chez eux pendant 3 ans, les amener à l'école pour effectuer 2 heures de musique par semaine. Donc 1 heure de pupitre où ils vont apprendre la technique de l'instrument et 1 heure d'orchestre où ils vont apprendre à jouer ensemble, à s'écouter, à suivre les directives d'un chef d'orchestre et tout ça pour se produire en public le plus souvent possible. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'opération nationale Orchestre à l'école. C'est le 4e dans le pays d'Hôte. Quelle chance, quel rêve qu'on peut avoir à l'école de pouvoir jouer d'instruments. En France, c'est à peine 4% des enfants qui accèdent à la musique. C'est à peine 2% des Français qui jouent d'un instrument. Et vous vous rendez compte qu'ici, on arrive maintenant au 4e orchestre qui se crée dans les écoles. Et je dis bien dans nos écoles de la République. C'est-à-dire que c'est accessible à tous. C'est un contact, c'est des rencontres avec des musiciens, avec les enseignants qui sont partants. Et c'est une chance vraiment formidable de permettre dans un territoire où peut-être la culture est un peu éloignée, d'avoir justement le développement de ces compétences musicales. En tout cas, tout ce qui est apprendre et apprendre. Et 3 ans de musique à l'école primaire pour démarrer un instrument, ben voilà, c'est formidable. Un projet d'orchestre à l'école sur 3 ans coûte environ 30 000 € en fonction de sa dimension et des instruments choisis. Le projet va permettre aux enfants d'apprendre à jouer ensemble pendant quelques années. À Urmat, la série SIAT est l'une des plus anciennes de la région. Au départ, ils étaient 35 et aujourd'hui, ils sont plus de 330 collaborateurs. Pourtant, depuis quelque temps, l'entreprise familiale peine à recruter. Pour cause, l'évolution des méthodes de travail et des métiers en tension, tels que les caristes, les métiers de la maintenance et opérateurs. C'est ces hommes qui donnent toute la valeur d'une entreprise et automatiquement, nous sommes à la recherche en permanence de former nos équipes. Et donc c'est important pour nous que cette filière, de montrer qu'elle est attractive, qu'elle développe des compétences, que des gens dans plein de métiers peuvent y trouver leur compte et que nous mettons en œuvre des techniques nouvelles, permanentes. Et pour accompagner l'entreprise SIAT, comme une centaine d'autres du secteur, les 8 maisons de l'emploi et de l'interprofession FIBOIS lancent un programme de mutualisation des données et ressources. L'enjeu, aller chercher la main-d'œuvre adaptée, développer la formation et faciliter la mobilité professionnelle. La filière bois, c'est une évolution à la fois pour l'environnement bas carbone et à la fois pour l'emploi qui est fantastique. Les Jeux Olympiques seront entièrement en bois. Sur Strasbourg, on construit de plus en plus en bois. Et donc, qui dit bois, dit emploi.
Et les maisons de l'emploi, leur rôle, c'est de trouver effectivement de nouvelles filières, mais qui permet aussi à des gens qui ne sont pas diplômés ou peu diplômés ou qui habitent dans les fonds de vallée que de trouver un emploi près de chez eux. Et pour nous, c'est fondamental. Et c'est là que nous nous unissons ensemble, Maison de l'emploi du Grand Est, pour effectivement être en capacité d'apporter aux entreprises un savoir-faire pour trouver des talents de demain. La filière forêt-bois est stratégique dans la région Grand Est avec un territoire forestier riche de 1 860 000 hectares, des entreprises emblématiques et un réseau de structures de formation complet. En France, le secteur représente 400 000 emplois, la région à elle seule pèse 10%. La filière, elle souffre d'une image qui n'est pas mauvaise. Elle souffre d'une image qui lui a collé cette espèce d'étiquette de tradition, d'industrie du passé. Donc cette image-là, il faut évidemment la dépasser. Elle est largement dépassée partout. Quand vous comparez la scierie de la Hallière en bas du Donon avec ce que vous avez ici, vous avez la démonstration de ce qu'est un secteur industriel qui a su s'adapter à l'évolution des technologies pour, de manière générale, coller au marché, coller aux demandes de produits, de matériaux que sont les demandes de nos contemporains. L'image traditionnelle du bûcheron coupant un arbre est donc largement dépassée avec l'arrivée des nouvelles technologies. Et l'industrie du bois doit maintenant savoir attirer et lutter contre les préjugés liés à la profession. Je démarre le compteur dès que vous êtes dans le camion. Johan a 23 ans, avant il était cuisinier et aujourd'hui il fait une reconversion professionnelle dans le secteur du transport. Actuellement au centre de formation du groupe Moffret à Saint-Nabord, Johan sait qu'il se dirige vers un métier compliqué avec beaucoup de contraintes, mais ça ne le rebute pas. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, il ne faut pas avoir peur de se dire on va faire des heures, ou on va faire ci, ou on va rentrer à pas avant telle heure ou autre. Il ne faut vraiment pas avoir peur de ça, quoi. C'est un métier de passion, c'est vraiment ça nous prend. Et voir d'autres paysages, le fait que ce soit jamais la même chose, aussi bien de ce qu'on va charger, ce qu'on va décharger, on peut toujours varier. Donc c'est vraiment ce qui m'a passionné, ce qui m'a vraiment lancé dans ce métier. Tant mieux, car des postes à pourvoir, il y en a beaucoup dans le secteur du transport. Secteur toujours en crise en 2019, puisque cette année en France, ce sont près de 6 000 conducteurs qui manquaient. Il faut faire redécouvrir le métier, comme ici, où l'on propose une formation calquée sur la vraie vie du conducteur. 36 000. En gros, ils ont un contrat d'1 an. Et sur l'année, ils ont 5 mois de formation. Les 7 mois qui restent à faire, ils sont au volant d'un camion. Et dans 95% des cas, il y a un CDI qui est derrière. C'est-à-dire qu'on ne leur propose pas un permis de conduire comme une auto-école ou comme un centre de formation normal. On leur propose un vrai projet. Et les conditions de ce projet doivent séduire le stagiaire, sa formation est rémunérée et ses différents permis poids lourds financés. Avoir son propre centre de formation, ça aide localement l'entreprise Moffret dans son recrutement, mais ça ne l'empêche pas d'être touchée au plan national par le manque de conducteurs. Elle doit donc s'ouvrir à différents viviers, les demandeurs d'emploi, les jeunes, les personnes en reconversion ou encore les femmes, même si le métier reste aujourd'hui à 75% masculin. On essaye vraiment de favoriser l'intégration de personnel féminin dans nos effectifs parce que c'est des personnes avec qui on a plaisir à travailler, il y a moins de casse. Il y a un professionnalisme très présent, il y a un très bon relationnel avec les clients. On a un projet d'augmentation de notre centre de formation avec la création d'un campus. On prévoit de faire une crèche pour justement ouvrir les femmes à la profession. Une crèche, une salle de sport, 110 logements. L'entreprise Moffret prévoit de tout mettre en œuvre pour attirer de potentiels recrues. Ce campus devrait voir le jour en 2021.